Non, excuse-moi, c'est moi. Oui, je comprends. Donc la disponibilité de droit, c'est le statut, que vous devez essayer de favoriser. Par exemple, pour suivre son conjoint qui déménage à cause de son travail ou bien pour élever un enfant. La disponibilité qui n'est pas de droit, c'est-à-dire les disponibilités pour reprendre des études, la disponibilité pour, se former à autre chose, et pour d'autres thèmes, tout ce qui n'est pas de droit, si c'est sur accord de votre hiérarchie et en fonction de la du service, ça peut vous être refusé de nombreuses fois, de nombreuses années. Donc, c'est compliqué. La dispo est un statut où vous n'appartenez plus à l'éducation nationale, donc vous abandonnez votre avancement, vous abandonnez votre classe ou votre poste en collège-lycée ou lycée professionnel. Le seul bénéfice, c'est de pouvoir revenir dans votre, rectorat ou académie d'origine au terme de votre période de disponibilité. Vous n'êtes plus payé, vous ne touchez pas les allocations de chômage ou de demande d'emploi. Vous devez travailler pour cotiser au nouveau régime, qui vous permettrait, par exemple, de toucher une indemnité chômage au bout de 6 mois. Donc, c'est un régime exigeant. Je vous invite, à vous rapprocher de la page Prof en dispo ou Prof en dispo, le groupe privé qui, qui regroupe énormément de témoignages de situations soit difficiles, soit au contraire bien vécues. Mais les membres sont formidables, il y a un partage énorme et vraiment, vous trouverez énormément d'informations et de parcours différents. Ensuite, pour vous parler, quel thème voulez-vous que j'aborde ensuite, Manon? Alors, Claire, il y avait des questions sur la demande de cumul d'activités. Pas mal de personnes se retrouvent dans la situation où ils sont à temps plein et ils aimeraient lancer leur activité. Est-ce que tu as des informations là-dessus? Oui. Alors moi, je suis dans cette situation, merci Manon. Je suis dans cette situation parce que au moment de ma disponibilité, voilà, quand j'ai demandé ma disponibilité, j'ai pu travailler à l'étranger où j'habitais avec mon conjoint. Et dans le cadre de la disponibilité, je n'ai pas eu besoin de déclarer un cumul. J'ai eu besoin de préciser le type de rôle auquel je candidatais, à savoir professeur de langue à l'étranger, prof de français. Donc, c'est passé sans problème. Lorsque vous travaillez encore à temps plein dans l'éducation nationale, c'est le moment, fin septembre, début octobre, de renseigner votre demande de cumul d'activités si vous avez une activité complémentaire. Par exemple, VDI, vente directe ou vente à domicile. Moi, c'est mon cas. Je suis conseillère auprès de la gamme H2O at Home depuis l'année dernière pour essayer de développer mes compétences commerciales et puis pour vivre autre chose que le métier de professeur, professeur des écoles. Donc, ce cumul d'activités, il peut être refusé. Cela dépend, et c'est très arbitraire, de votre académie ou de votre département. C'est quelque chose qui passe par votre hiérarchie directe, votre chef d'établissement ou bien votre inspecteur, inspectrice, avant d'être validé au rectorat ou au niveau de la direction générale et des SDEN, Éducation nationale. La meilleure stratégie pour avoir le droit à votre cumul, c'est de s'en tenir au descriptif précis des fonctions autorisées qui sont décrites dans la circulaire. Vous avez par exemple production d'œuvres de l'esprit, c'est très complémentaire du métier de professeur quand on crée, quand on invente, quand on écrit ou qu'on produit des vidéos. Ça, c'est en le formulant strictement comme la circulaire, vous avez plus de chances que ce soit accepté. Dans le formulaire de demande de cumul, vous avez également la possibilité de déclarer combien vous comptez gagner et combien cela va vous prendre de temps sur la semaine ou sur vos vacances ou sur vos week-ends.
précisez-le de façon à apaiser les tensions, c'est-à-dire expliquer que ce sera sur vos congés, que ce sera sur vos week-ends et sur du temps hors, école. Pour montrer que le cumul est un vrai cumul et non pas une activité qui qui vous à laquelle vous consacrez plus de temps que votre temps dû à votre statut de fonctionnaire. Oui, pour répondre à la première question, ce que je dis s'applique aux écoles privées sous contrat puisqu'il s'agit de fonctionnaires, titulaires de l'éducation nationale. J'aimerais juste rajouter quelque chose. Tu as beaucoup dit donc que c'était mieux de partir en dispo sur un motif de droit. On a pas mal ici de mamans qui ont des enfants en bas âge et qui du coup peuvent disposer d'une année de mise en disponibilité de droit ou qui sont à temps partiel pour pouvoir élever leur enfant. Donc dans Oui. ces contextes de droit, elles doivent quand même demander ou déclarer leur activité. Et elles se retrouvent parfois coincées parce qu'on leur dit non, votre temps partiel, c'est parce que l'autre moitié du temps, vous vous occupez de votre enfant et vous ne travaillez pas. Est-ce que tu as des choses, Alors, des conseils peut-être pour elles? j'ai énormément tu as raison de mentionner ça, j'ai énormément de témoignages, où ça peut être compliqué et il y a beaucoup de questions. Moi, je trouve que c'est comme dit Séverine, comme le précise Séverine, ça dépend des académies et des relations, je suppose, ou des choix du rectorat en fonction de la disponibilité des profs, sur le terrain ou pas. Hem, Moi, je pense qu'en déclarant une activité compatible avec les horaires scolaires et compatible avec le fait d'être à la maison quand votre enfant est à la maison, ça peut assouplir, le refus. Donc toujours, réfléchir à la priorité, c'est le statut fonctionnaire et les devoirs du fonctionnaire, mais en cas de temps partiel, le temps votre priorité devient élever votre enfant, le motif de votre refus de travailler pour l'éducation nationale. Mais si vous contournez un petit peu en décrivant une activité, compatible avec les horaires, de votre enfant, hem, ça peut faciliter l'acceptation. Alors, on a une question qui était au-dessus de l'intervention de Séverine, de la part de Valérie, qui demandait si pour la demande de cumul, c'était toujours limité à cette période fin septembre, début octobre, ou s'il y avait un calendrier peut-être plus souple. Alors moi, je recommande toujours de suivre les circulaires, et le calendrier parce que sinon ça se perd, ça part pas au bon gestionnaire, c'est l'administration a tendance à trouver facilement, que ça n'a pas été fait dans les clous pour le refuser, de façon plus ou moins bienveillante, on va dire. Donc, oui, ce serait bien si tu as le projet, de créer une activité cette année scolaire, de le prévoir dès maintenant, et de 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 lancer la démarche de la demande de cumul dans le calendrier de la circulaire, annuelle. Néanmoins, ça peut se demander un peu plus tard évidemment, mais à condition de bien suivre tes courriers, de doubler par des emails, de rappeler par téléphone et de savoir que les commissions, ne se réunissent pas tous les ans. Donc ce sera un courrier dans la pile de la Dasen, un peu hors délai. Alors, on a quand même une réponse positive de Lauriane qui nous dit qu'elle a fait une demande de cumul en juillet pour l'avoir déjà en septembre. Donc, ça, c'est rassurant. Est-ce que tu peux nous préciser sur quelle académie tu te trouves, Lauriane? Parce que parfois, il y a des Oui, spécificités locales. Ça serait sympa pour les autres. On a aussi une autre Valérie qui nous a demandé comment faire quand on n'a pas de dispo de droit puisque nos enfants sont trop grands. oui. Voilà, si on peut l'éclairer. Alors, est-ce que c'est par rapport à demander une disponibilité de droit autre que pour élever un enfant? Il faut étudier les motifs de droit. Il va y avoir, peut-être, suivre son conjoint qui est muté, un peu loin. Alors il y a un critère de distance, un critère de kilométrage. Hem, il peut y avoir, d'autres motifs, je ne sais pas lequel, le plus souvent je suis confrontée, au motif d'élever les enfants ou de suivre son conjoint, c'était ma situation.
Donc, revoir le descriptif sur le site web du gouvernement et essayer de bien coller au descriptif des motifs de droit. J'ai oublié de préciser qu'une demande de dispo se renouvelle chaque année. Elle peut vous être accordée du 31 août du 1er septembre, par exemple, au 31 août suivant, et vous devez participer vous devez renouveler votre demande tous les ans et refournir des pièces justifiant que votre situation n'a pas changé. Je vois que Valérie, la première, nous demande est-ce que c'est mieux de demander un cumul ou de faire une demande pour être auto-entrepreneur? Alors en fait, juste sur ça, qu'il n'y ait pas de confusion, quand tu vas demander un cumul, en fait, il va falloir que soit ton cumul concerne le statut de salarié, par exemple, si tu as un emploi, soit que tu crées ton entreprise. Donc en fait, si tu veux être rédactrice web, tu vas créer ton statut d'auto-entrepreneur et envoyer ta déclaration d'activité. Mais si tu en es encore au moment où tu ne sais pas si le cumul va être autorisé, avant de créer la société, je pense, hein, et tu me corriges Claire si je me trompe, mais il va falloir faire la demande d'autorisation en Oui, suivant les recommandations de Claire qui disait d'essayer de coller au maximum aux activités qui sont facilement accordées en fait. Et ça, exactement. on va y revenir parce que c'est un peu spécial pour la rédaction web. Oui. On a un message un peu long de Marion, je ne vais pas le relire à haute voix, mais je pense que vous pouvez en tirer beaucoup d'informations parce qu'elle a eu un long parcours qui a fini par aboutir positivement. Donc, merci pour ton partage. Euh, alors, il y a plein d'autres questions qui arrivent sur le sujet, mais comme je vous l'avais dit, on doit traiter d'autres thèmes et du coup, la première des choses que je souhaite vous dire, c'est que Claire Foucras, elle gère le groupe prof en dispo et le groupe prof en dispo, groupe privé, qui vous permet de poser des questions de manière discrète. N'hésitez pas à rejoindre ce groupe pour pouvoir y poser toutes vos questions sur le congé parental, la dispo, etc. Elle est très réactive et il y a des super membres qui seront de bons conseils. Donc voilà, cette réunion, elle nous a permis déjà de déblayer un peu les premières questions. Et bien sûr, on remercie Claire pour tous ses conseils et sa disponibilité le jour de classe. En tout cas, voilà, elle vous a laissé à nouveau un petit message dans le chat à ce sujet. Allez fouiller un petit peu sur ce groupe, n'hésitez pas à y poser vos questions. Et puis, si nous, on a à nouveau plein d'autres questions dans l'année, est-ce que Claire, tu nous autorises à te redéranger? Ah, Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Je vous quitte et je vous souhaite une très bonne réunion. À bientôt. à Au bientôt, revoir. Claire. Un grand merci à toi. Je te laisse du coup quitter la réunion. Alors, voilà, je reviens un petit peu. Donc, sachez que toutes les discussions qui sont dans le chat vous seront redonnées. En fait, j'aurai un fichier avec tous les textes qui auront été écrits. Donc, vous pourrez retrouver les informations, les lire à tête reposée. Il y aura les liens intéressants que chacun est en train de partager. Donc, vous pourrez récupérer toutes ces infos sans souci. Il y aura juste un petit souci, c'est que j'avais oublié d'enregistrer le début, donc vous n'aurez pas mon intro et les 2 premières minutes de discussion avec Claire, mais désolée. Donc, comme je vous le disais en introduction, Fanny Cornette est très malade aujourd'hui, donc elle ne peut pas assurer la deuxième partie de cette réunion qui était censée porter donc sur la création de la micro-entreprise. Or, je sais que vous êtes nombreux quand même à vous poser des questions. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous faire 5 petites minutes sur le sujet, vous donner les informations que moi, j'ai en ma possession sur les quelques questions qui ont été relevées. Et sachez que Fanny sera de nouveau dispo sur le groupe très bientôt. On va faire un autre live qu'avec elle. On prendra 1 heure pour traiter toutes les questions sur la création d'entreprise. Et ce sera l'occasion pour elle de vous présenter aussi sa chaîne YouTube. Mais je vais vous en reparler. Et puis, bien sûr, vous parler de ces formations Udemy qui sont sur le site Udemy et qui sont vraiment à des tarifs déjà très intéressants. Mais en plus, elle vous offrira une réduction.
Voilà, que pour les personnes du groupe Prof en Rédac. Donc, on la remercie beaucoup. Alors, déjà, juste une petite chose. Il existe beaucoup de sites qui essayent de vous faire croire que vous devez payer pour créer une micro-entreprise. Méfiez-vous, c'est une procédure qui est gratuite. Donc, le seul site sur lequel vous devez vous rendre pour faire ça, c'est autoentrepreneur.ursaf.fr. Voilà, vous n'allez que sur ce site-là, au moins vous êtes sûr que ce n'est pas une arnaque. En plus, c'est le site sur lequel vous allez ensuite vous connecter pour faire vos déclarations de chiffre d'affaires. Donc, c'est autant tout baliser. Vous aurez au moins tout ça au même endroit. Certaines personnes ont demandé quel était l'intitulé de l'activité rédaction web quand on s'inscrit à l'URSSAF. Quand on fait la démarche, on vous demande en fait quelle activité vous faites, mais bien sûr, il faut rentrer dans les petites cases. Alors, moi, j'avais vérifié en 2021, c'était toujours la même chose qu'en 2019. Si jamais ça a changé en 2022, n'hésitez pas à me corriger. Donc, là, en fait, le code que moi j'ai sur mes papiers, le code APE, c'est 5814Z. Ce code-là, en fait, c'est édition de revue périodique. On va voir avec Séverine et Elodie, qui sont les autres intervenantes, si c'est le cas pour elles aussi, ou s'il y a autre chose. Mais en tout cas, a priori, moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est le 5814Z. Il faudrait que je l'écrive dans le chat, mais j'ai un truc qui me bloque. Ah, ça y est. Je vous l'écris là. 5814Z, c'est le code APE. Voilà. D'autres personnes ont demandé si on était limité à une activité ou si on pouvait en avoir plusieurs. Vous pouvez en avoir plusieurs. Il faut simplement que vous déclariez une activité principale et une ou plusieurs autres qui sont secondaires. La principale, c'est celle qui est censée vous générer le plus gros chiffre d'affaires. Voilà comment ça fonctionne en fait. Donc, par exemple, moi, j'ai rédaction web en premier, mais je propose aussi la création de site. Je regarde vite fait s'il y a des questions. C'est gratuit uniquement si vous faites tout seul sur le site. Ah oui, ça, bien sûr, tu as raison de préciser, Séverine, évidemment. Tu peux te connecter, Séverine, si tu souhaites intervenir oralement, hein, il n'y a pas de problème. Tu peux mettre la caméra, le micro et me rejoindre. Donc, bien sûr, oui, si vous faites appel à une société pour vous guider, bien sûr. Il y a aussi un site très bien qui s'appelle Portail Entrepreneur. Et en fait, si c'est toujours le cas, moi, je m'en étais servi. Ils ont des chats sur leur page Facebook et ils répondent, ils nous aident à remplir pas à pas tous les formulaires, en fait. Donc, ça, c'est super quand on est un peu perdu. Sophie demande ça correspond à quoi? En fait, c'est pour classer les entrepreneurs par type d'activité. Voilà, c'est juste ça, il n'y a pas un impact particulier. Élodie, tu avais bien le même code APE. Ah ben, c'est intéressant, faut que tu nous Je vais dises un peu t'embêter ce que avec le tu as code maintenant. APE parce que Oui, il y a vraiment en fait un gros impact et on l'a vu en 2020 avec le Covid. Moi, pour le coup, j'ai pas du tout le même code APE que toi. Je suis en 8219Z et ça, c'est le code APE des secrétaires indépendantes également, puisque je fais de la rédaction, je fais de la correction, de la transcription. Et si on fait pas que de la rédaction web et qu'on fait de la rédaction tout court ou qu'on déclare qu'on fait aussi de la correction, on se retrouve assimilé aux secrétaires. Et les secrétaires, il faut savoir qu'elles sont assimilées au statut d'artisan. Et c'est plus du tout pareil. Vous êtes en libéral avec le code 53, etc. ou 58. Oui. Donc, ce n'est pas les mêmes conditions. Et au niveau des cotisations et ensuite des déclarations sur les impôts, en tant qu'artisan, j'ai un abattement de 50%, là où le libéral n'a un abattement que de 34%. Donc, ça a quand même un impact sur les impôts sur le revenu, par exemple. De même que pendant le Covid, certaines activités ont eu droit au fonds de solidarité en fonction de leurs revenus, en fonction de leur code APE et encore en fonction de l'abattement. Donc, voilà, ça a quand même un impact. Il faut se méfier de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas. Il faut vraiment réfléchir à ce qu'on a envie aussi d'ajouter comme peut-être activité complémentaire si on ne fait pas que de la rédaction web. Quelle est l'activité principale? Quelle est l'activité secondaire? Qu'est-ce qu'on ajoute ou pas? Parce que ça peut avoir une petite influence malgré tout.
Oui, effectivement, je n'avais pas pensé à ça, mais quand on passe, du coup, on n'est plus en libéral, oui, tout à fait. Marion, ne t'inquiète pas, c'est pas à toi de fournir le code APE, en fait. Donc, Non, on quand renseigne tu vas seulement le recevoir, nom de l'activité. Et c'est eux qui choisissent. C'est voilà. l'INSEE. C'est pour leurs statistiques à la base. Mais Ouais. pendant le Covid, ça a créé de vrais soucis de gens qui n'avaient pas fait attention au code dans lequel ils avaient été classés. Et leur activité n'était plus du tout dans les activités prioritaires pour le Fonds de solidarité, alors que d'autres y étaient et ils faisaient le même métier pourtant. Donc, faites attention malgré tout, vérifiez dans quoi on vous a classé, si ça vous paraît cohérent ou pas du tout. Si vous voyez que vous avez d'autres collègues qui ont le même code ou pas du tout. Et effectivement, ouais, ça c'est important. Et il y avait aussi une question importante que vous avez posée, c'était sur le statut, parce que beaucoup disaient, est-ce qu'on est obligé d'être en micro-entreprise? Alors, vous n'êtes pas obligé d'être en micro-entreprise. Nous, je pense qu'on sera tous d'accord pour vous dire que c'est le statut à choisir. Pourquoi? Parce que la micro-entreprise, c'est très peu il n'y a pas de lourdeur administrative, contrairement à n'importe quelle vraie société. Donc, vous n'avez pas une comptabilité à faire appel à un expert comptable, etc. Ça se déclare facilement et surtout, vous ne payez de cotisation que sur vos gains. Donc, si vous ne dégagez pas de chiffre d'affaires, si vous ne faites aucune vente, à ce moment-là, ben, vous allez payer 0 €, ce qui n'est pas le cas quand vous êtes dans des statuts de type société SASU, etc. Donc, la micro-entreprise, c'est bien. Après, il existe quand même d'autres statuts que vous pouvez essayer d'envisager. Moi, j'en connais des rédactrices qui sont sous ce statut-là. C'est le portage salarial. En gros, ce sont des entreprises qui ont pour activité le portage salarial et qui vont finalement être celles qui facturent à vos clients. Elles vont vous retirer des cotisations mensuelles, enfin en tout cas sur chaque gain, qui sont plus élevées que les cotisations URSSAF, mais qui se rapprochent du coup de votre statut d'un statut de salarié. C'est-à-dire que du coup, vous avez des droits qui sont un peu plus intéressants, comme notamment les droits au chômage qu'en micro-entreprise, on n'a pas forcément. Je ne rentrerai pas dans le détail parce que ce n'est pas ma spécialité, mais en gros, envisagez-le, pourquoi pas, le portage salarial, c'est intéressant. Voilà, bah, Elodie conforte ce que je disais, hein, SAS, c'est quand même autre chose à gérer, quoi. Donc, non, si vous démarrez, il ne faut pas passer par ça, pas tout de suite. Voilà, je vous propose qu'on arrête sur le thème de la création d'entreprise parce que vraiment, ce sera plus intéressant de discuter avec Fanny Cornette, qui est experte en la matière et qui saura vous répondre de manière plus concrète à tout ça. En tout cas, en attendant, je vous invite à aller sur YouTube et à vous abonner à sa chaîne qui s'appelle ABC Juris. ABC Juris, c'est une chaîne qui est géniale quand on ne connaît rien au milieu de la micro-entreprise. Donc, vous allez y aller, vous allez voir des vidéos sur plein de thèmes qui répondent en fait à toutes vos questions. Donc, prenez le temps aussi d'aller à la pêche aux infos sur la chaîne de Fanny, comme voilà, vous l'avez renoté, Séverine, dans la discussion. Du coup, je vous propose qu'on attaque le morceau Devenir rédacteur web. Alors, 2 petites secondes, s'il vous plaît. Donc, c'est où? Ah, voilà. Donc, vous allez entendre Élodie Gerbeau, dont vous avez vu la présentation, et vous allez voir Séverine Mazière aussi, qui a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, si vous voulez, les filles, rallumer vos micros et vos caméras pour qu'on puisse discuter ensemble. Alors, cette partie-là, l'idée qu'on a eue, c'est de faire une espèce de petit système de questions-réponses. Donc, du coup, on va poser une question, je vais vous les dire si ça vous va. Les filles vont y répondre et on va essayer de faire un petit peu, de croiser nos parcours qui sont différents, mais qui ont aussi leurs similitudes. Alors, je suis juste embêtée avec mes diapos parce que je suis obligée de passer sinon de l'une à l'autre, c'est pas très pratique. On part comme ça, puis on va voir, ok? Déjà, peut-être que l'une de vous pourrait commencer à se présenter. Je ne sais pas qui veut démarrer. Séverine, si tu veux, je ne sais pas si on m'entend. Oui, on t'entend. Séverine, il faut qu'elle réactive son micro. Ah, alors je me lance. Allez, c'est parti. Il faut que Vas-y. je me présente, c'est ça? Vous me voyez aussi, c'est bon? Voilà. Parce que j'ai pas activé, c'est bon. Ok, alors je suis Élodie Gerbeau et j'ai enseigné pendant 13 ans au sein de l'Éducation nationale. Et suite à un burn-out et à des gros soucis de santé, j'ai dû donc envisager une reconversion professionnelle.
Ça, c'était en septembre 2019. En fait, je ne pouvais plus parler, donc il a fallu que je trouve un autre moyen de m'exprimer. Et la rédaction web m'est apparue à ce moment-là. Je ne connaissais pas du tout ce métier. Et donc, je me suis formée. Donc, on va peut-être aborder ça plus tard, mais je me suis formée Oui, on pour va parler ça. des formations, Voilà. ouais. Et Mais déjà, pardon. oui, vas-y, Est-ce que dis-moi. tu peux nous dire aujourd'hui quel métier, au pluriel Oui. ou pas, tu exerces? Alors là, j'ai plusieurs casquettes. Ma plus grosse casquette, on va dire, c'est consultante SEO au sein d'une agence de com digitale que j'ai fondée avec une associée. Voilà, ça c'est le plus gros travail, mais je suis aussi coach pour entrepreneurs. En gros, c'est ça, mais après, j'ai plein d'autres petites casquettes, mais en gros, mes journées sont pleines, en tout cas bien remplies avec ces deux casquettes-là. Donc, oui. Et, et toi, Séverine, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire quels sont tes métiers aussi et depuis combien de temps? Alors moi, j'ai démarré prof en 2002 jusqu'en 2016, donc pendant 14 ans, prof de collège-lycée en lettres modernes. J'ai aussi été prof de lycée professionnel auparavant, en lettres anglais. J'ai eu un gros pétage de plomb aussi en 2009-2010, un divorce, maman solo, enfin c'était compliqué, j'étais TZR, donc j'étais sur plusieurs établissements, je me baladais des courtes durées en plus pour les remplacements. Moi, je ne parle pas de burn-out, je parle plutôt de dépression parce que j'étais plus du tout en phase avec le métier et les conditions dans lesquelles je l'exerçais. Et donc, j'ai commencé à vouloir créer des choses. Donc, j'ai fait des formations, j'ai cherché à consolider, à trouver des idées. Moi, j'ai vraiment eu un parcours très long. Je n'ai pas quitté tout de suite. Et j'ai vraiment créé, après avoir fait un bilan de compétences avec l'Éducation nationale, parce que l'Éducation nationale propose ce genre de choses-là avec le rectorat. Mais ce n'est pas des bilans de compétences. Enfin bref, c'est pas du tout efficace. J'ai donc fait des formations d'écrivain public. J'ai commencé par ça en 2013. Et c'est là que j'ai aussi rencontré le métier de rédacteur web. Je dis rencontré parce qu'en fait, c'est une agence que j'ai rencontrée et qui m'a mis le pied à l'étrier en me formant et en me faisant rédiger du contenu pour leurs propres clients dont ils créaient les sites Internet. Eh ben, tu nous raconteras justement tout à l'heure comment tu as trouvé ce premier client. Je ne l'ai pas trouvé, c'est lui qui m'a trouvé. Mais Oui, comment il t'a trouvé du coup? j'ai ajouté la Oui, casquette vas-y. de correctrice. J'ai aussi, par le biais de différentes rencontres, ajouté la casquette de transcriptrice. Je suis également biographe. Je suis aussi auteur ou autrice, on le dit comme on veut. Mais voilà, donc j'ai rajouté plein de casquettes à tout ça. Et franchement, au quotidien, je fais un peu de tout ça. De la rédaction, de la correction, de la transcription, de la biographie. Et j'écris aussi pour le plaisir à côté. Voilà. Ok, merci. Et donc, moi, de mon côté, je suis Manon Fayard. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je m'identifiais vraiment comme une rédactrice web, SEO, puisque j'ai quand même fait beaucoup de formations un peu pointues sur le SEO, et puis que j'accompagnais des TPE, PME de toute façon déjà sur leur stratégie de référencement naturel. Mais aujourd'hui, je préfère dire que je suis content manager, puisque en fait, mon métier, c'est vraiment de penser la structuration des contenus sur les sites, de savoir qu'est-ce qu'on va dire où. Et finalement, l'enjeu n'est pas que lié au référencement naturel, mais aussi au marketing. Et du coup, voilà, je trouvais que content manager, ça réunissait bien ces deux aspects. Et ce sera particulièrement vrai de plus en plus puisque je crée ma propre agence de création de sites web avec mon mari, que vous avez dû voir passer un peu partout, et donc qui est développeur web. Et donc, dans ce contexte, dans cette collaboration-là, je vais particulièrement gérer le contenu. Voilà. Et je suis dans ce métier-là depuis 2019. Alors, Élodie, est-ce que donc tu nous as dit que tu avais quitté l'EN pour des raisons finalement médicales, en fait, de besoin de retrouver la santé. Est-ce que tu es passé par des phases de cumul temps plein, temps partiel, des choses comme ça? Et est-ce qu'aujourd'hui tu es en dispo ou tu as démissionné? Alors, ça m'était impossible parce que vraiment, voilà, j'étais au bout du bout, je pense. Le burn-out, c'était la fin pour moi, en tout cas au niveau de l'éducation nationale. Donc, ça m'était impossible. Je ne pouvais même plus monter dans la voiture pour aller à l'école. C'était très compliqué. Le seul moment où j'ai pu aller chercher mes affaires, c'est le jour, du coup, où voilà, j'ai déposé ma démission, en fait. Donc, oui, j'ai démissionné en septembre, le 1er septembre 2020. Et j'ai été arrêtée, en fait, pendant 1 an, puisque je ne pouvais plus du tout travailler. Donc, voilà, le temps de me relever finalement.
Ok. Tandis que toi, tu nous disais, Séverine, que tu étais passée par tous les statuts possibles. Ah oui, je crois que j'ai tout testé. J'ai d'abord, moi, j'ai créé en 2013. En 2013, je n'avais pas l'obligation de demander un cumul, voilà. Mais ça, c'était en mars 2013. En septembre 2013, on m'a dit, mais attendez, vous avez créé un autre statut, il faut le déclarer. Donc, j'ai simplement déclaré que j'avais une activité de micro-entreprise. Enfin, c'était encore l'auto-entreprise. Et on m'a demandé de prendre un temps partiel parce qu'on m'a dit on ne peut pas être fonctionnaire à temps plein et avoir une entreprise à côté. Donc, en septembre, je me suis mise à 80%, septembre 2013, pour une année, sauf que j'avais un emploi du temps pourri qui était pire que si j'avais eu un temps plein. Donc, l'année suivante, je me suis mise à mi-temps. À mi-temps, on s'est débrouillé pour que j'ai un emploi du temps gruyère et que ça ne puisse pas coller non plus. Donc, j'ai fini en 2016. En fait, je suis tombée enceinte. C'était le hasard. Mon congé maternité commençait le 1er septembre, le jour de la rentrée. Donc, j'ai décidé de ne pas du tout y revenir, en fait. Et j'ai mis une disponibilité sur le mi-temps qui était restant, quoi. Enfin, donc, j'étais à mi-temps à mon compte et à mi-temps en dispo de droit pour élever mon enfant de moins de 8 ans. C'était encore à l'époque. Donc, j'ai fait ça pendant les 6 mois qui restaient parce que je devais reprendre en janvier, donc pour finir l'année scolaire en juin. Parce que quand j'ai découvert l'emploi du temps à mi-temps qu'on m'avait donné, j'avais 25 heures de présence dans l'établissement. Ce n'était pas possible. J'ai enchaîné comme ça pendant 18 mois la dispo. Donc, il faut la renouveler tous les 6 mois, la dispo pour congé parental. Donc, à mi-temps, j'insiste là-dessus parce qu'un congé parental total, on n'a pas le droit de travailler. Congé parental à mi-temps, on a le droit de travailler. Donc, j'étais à mi-temps à mon compte et à mi-temps en congé parental. Suite à ça, mon fils ayant 2 ans, on n'a plus droit à rien au niveau de la CAF quand l'enfant a 2 ans. Donc, il fallait faire un choix. Je me suis mise en disponibilité là pour convenance personnelle, parce que quand j'ai fait la demande pour convenance de droit, pour s'occuper d'un enfant, on m'a répondu non, votre fils a moins de 3 ans, il ne va pas à l'école, vous ne le mettez pas à la crèche, ni à la garderie, ni rien du tout, vous êtes censé vous en occuper. Donc, je me suis retrouvée coincée. Donc, j'ai demandé une disponibilité pour convenance personnelle. Elle m'a été accordée. Donc, moi, je suis académie de Bordeaux. Donc, pendant 1 an, j'ai été en dispo et en fait, je l'ai renouvelée d'année en année et j'ai eu ma fille après, ma 3e en 2020. Et là aussi, j'ai cumulé le fait d'être en disponibilité pour élever un enfant et d'être à mi-temps à mon compte. Et j'ai définitivement démissionné là depuis le 1er septembre 2022. Je voulais démissionner avant, on m'a refusé. Enfin, c'était encore tout un parcours pour faire une démission. On m'a proposé la rupture conventionnelle, alors qu'en disponibilité, on a droit à 0 indemnité après une dispo. Donc, ils me l'ont royalement accordé avec des conditions qui étaient juste odieuses. Donc, je l'ai refusé et j'ai refait la demande de démission. Et donc, je suis officiellement démissionnée depuis le 1er septembre. D'accord, quel parcours, hein. Moi, ça a été un petit peu différent. Je ne vais pas passer par tout ça non plus. J'ai connu le burn-out. Il y a eu d'énormes problèmes dans la dernière école dans laquelle je me trouvais. Ça a vraiment été très, très loin. Il y a eu des suites judiciaires, en fait, même. Donc, c'était complexe. J'étais moi-même aussi en burn-out. Donc, je dis que j'ai enseigné 6 ans parce que ma 7e année, je n'ai pas mis les pieds à l'école. Ensuite, j'ai été en disponibilité pour convenance personnelle. Je pense qu'ils étaient tellement heureux de me voir partir qu'ils ont répondu dans la journée. Par contre, pour les années d'après, j'ai pas voulu prendre de risque en fait qu'on me dise quoi que ce soit. Je voulais rien devoir. Donc, comme j'ai des enfants, tous mes enfants ont moins de 12 ans, j'ai pris la disponibilité de droit à laquelle j'avais droit. Et pour l'instant, je suis toujours là. Alors, on va zoomer un petit peu sur nos formations. On n'y passe pas trop de temps, mais histoire de citer un peu les grands noms des formations qu'on a pu suivre pour que les auditeurs d'aujourd'hui puissent aller faire leurs recherches pour voir un peu. Voilà. Alors, Élodie, toi, qu'est-ce que tu as suivi comme formation pour devenir rédactrice web SEO Alors, pour la rédaction web et le SEO, du coup, j'ai suivi la première, c'était celle de Lucie Rondelet. Et j'ai eu la chance après d'être coach au sein de sa formation pendant 1 an. Après, j'ai suivi celle de Mathieu Verne pour l'expertise, gagner en expertise au niveau du référencement naturel, donc le SEO. Et après, j'ai suivi celle, d'ailleurs, on a suivi à peu près les mêmes, peut-être pas celle de Lucie, je crois, mais je ne sais plus, mais celle de Sébastien Riquebauer. Donc là, où on gagne vraiment en expertise SEO et voilà. Atom Business. Ouais. Atom Business qui est, mais alors là, c'est du plus, donc il faut déjà avoir des très, très bonnes bases, que ce soit en technique ou dans tout ce qui est création de contenu quand même.
Et toi, Séverine, comment tu t'es formée à tous ces métiers? Alors, moi, j'ai un mari qui est photographe, qui a refait son site internet en 2012, qui est passé par une agence en fait de création de sites qui était à côté de chez nous, et il m'a demandé de l'aider à écrire le contenu. Voilà, la prof de français, elle sait écrire. Et l'agence, en fait, a trouvé que effectivement, je savais écrire et ils ont demandé si ça m'intéressait de rédiger pour eux, sachant que eux, en fait, ils venaient de créer leur boîte depuis une année ou deux et qu'ils créaient vraiment que les sites internet et pas les contenus. Sauf que leurs clients leur demandaient de plus en plus de rédiger aussi les contenus et qu'ils n'avaient pas assez de personnel en interne pour pouvoir faire ça. Donc, pendant un peu plus de 6 mois, j'ai rédigé pour eux et j'ai appris à rédiger pour le web. C'est eux qui m'ont formée en interne et qui m'ont mis le pied à l'étrier, en fait, qui m'ont expliqué comment intégrer du contenu, alors sous Spip, sous Drupal, qu'on n'utilise plus vraiment, sous WordPress, qui m'ont expliqué un peu les bases du référencement. Alors, je ne suis pas rédactrice SEO, je ne me considère pas comme rédactrice SEO. Malgré tout, je connais les conventions un petit peu d'écriture pour tout ce qui est référencement, mais je ne fais pas de conseils en référencement. Je ne me suis pas spécialisée là-dedans. Mais tu écris des textes optimisés pour le référencement quand même, non? Oui, oui, mais je ne fais pas d'audit de site pour Oui, savoir quels mots-clés il faudrait utiliser, comment ressortir, etc. oui, Je sais faire du bricolage, mais je ne me présente pas comme rédactrice web SEO. Je ne veux pas ok. promettre des choses aux clients. Je ne leur promets pas qu'ils seront premiers sur quoi que ce soit, parce que il n'y a pas que la rédaction en fait qui permet de ressortir. Donc, je ne suis pas technicienne après pour savoir si leur site va ressortir. Je peux écrire le meilleur texte du monde, si leur site est codé avec les pieds, ça ne ressortira pas. Donc, bon, ça, C'est la grande question. Après, effectivement, je me suis formée après avoir passé avec cette agence. En 2014, je me suis formée avec le comptoir des rédacteurs. Alors, la formation en 2014 était gérée par le comptoir des rédacteurs qui se trouvait à côté de Bordeaux et qui proposait une seule et unique formation, puisque c'était encore les débuts un peu de la rédaction web. Depuis, je sais qu'ils sont sur Paris et qu'ils proposent plusieurs formations. En fait, ils ont scindé leur formation généraliste en plusieurs formations. Ils en ont une sur le copywriting, une sur le storytelling, une qui est encore un petit peu généraliste. Mais je sais que voilà, ils proposent plusieurs choses maintenant. Ce sont des formations qui sont très, très accessibles d'un point de vue financier. Dans mon souvenir, je crois que c'était de l'ordre de 200 € et ils ont scindé et leurs formations sont toujours de cet ordre-là en termes de coûts. Bon, alors, avant ça, j'avais fait la formation d'écrivain public. Pareil, c'était de l'ordre de 150 €. Moi, la formation était obsolète. Quand je l'ai faite en 2010, elle datait de 2002 et elle était vieillotte. J'ai entendu dire qu'elle a été revue et refaite en 2016 ou 2017. Donc, elle est mieux, mais c'est pour de la rédaction, pour des particuliers, ce n'est pas forcément de la rédaction pour le web. Ok. Et après, en 2020, 2019, puisque ça a démarré en 2019, j'ai été contactée par David Goss, qui a un groupe, le Cercle des rédacteurs, et il a lancé une formation qui s'appelle la MFM, la meilleure formation du monde, rien que ça. Il m'avait sollicité pour certains trucs et donc j'ai suivi sa formation après en 2020 quand il a lancé. C'était une formation en mode bêta, c'est-à-dire que c'était à un prix très abordable au départ où on était des testeurs de la formation et où à part notre retour, etc., il l'a amélioré. La particularité de sa formation, c'est qu'en fait, il n'est pas le seul formateur. Ils sont, il y a Camille Gillet, il y a je ne me rappelle plus les noms, là, Thomas Cubel, enfin, il a fait en fait appel à tout un tas de spécialistes de la rédaction, du storytelling, du copywriting, du SEO, etc. Et chacun parle de son propre domaine en tant que spécialiste. La formation est énormissime en fait, et j'ai vraiment pas tout approfondi et tout fait en long, en large, en travers. C'est vraiment très, très... elle est vraiment très bien, quoi. Enfin, après, quand on est grand débutant, on peut trouver tout jusqu'à vraiment des choses pointues. On n'est pas obligé de tout suivre et de tout approfondir, mais si on veut vraiment tout approfondir, ça prendra largement une année.
Ok, merci. Alors, moi, effectivement, toutes les formations que j'ai suivies ont été citées, à part Réussir son SEO, la formation de Rémi Mondina que j'ai démarrée là en septembre, qui est complémentaire de celle de Sébastien à Tom Business. C'est le même niveau, c'est les mêmes ambitions, mais il a des méthodes de travail différentes. Donc, voilà. Mais bon, je crois que c'est pas votre priorité parce que le SEO vient en général après, quand on est intéressé par la rédac web. Il y a eu des questions sur le CPF. Oui, vous pouvez le mobiliser selon les formations. Par exemple, Lucie Rondelet ou Mathieu Verne, c'est le cas. Ça ne sera, je crois, pas le cas sur Atom Business. De toute façon, ne comptez pas trop sur le financement et les aides pour vos formations. Malheureusement, on n'est pas très bien doté de ce côté-là en tant que fonctionnaire, puisque le but de des crédits de formation qu'ils vous accordent, c'est censé être là pour vous aider à devenir de meilleurs profs. Donc, du coup, ça risque de coincer à un moment ou à un autre. Donc, il vaut mieux jouer sur l'investissement personnel, peut-être dans un premier temps prendre des choses peu chères, mais qui vont vous donner des clés, pourquoi pas l'auto-formation, qui vont vous donner des clés pour tout de suite vendre de la prestation. Et à partir des gains que vous avez effectués au démarrage, vous allez pouvoir réinvestir dans des formations plus onéreuses. Voilà, ça c'est un peu à la débrouille, mais la plupart des gens font ça, je pense. J'avais noté comme Juste deux question. choses, parce que Oui, j'ai vu passer une question sur le congé formation. Attention au congé oui, formation. Si vous prenez 1 an de congé formation, vous devez le triple à l'éducation nationale derrière. Donc, ça veut dire que vous êtes encore pendant 3 ans prof, parce que vous leur devez le triple de ce qu'ils vous ont accordé. Alors, je sais que c'est confortable parce qu'on continue de percevoir un salaire pendant qu'on fait sa formation, mais après, c'est un boulet au pied, quoi. Et puis, sur le CPF, le fait de démissionner ou de partir nous permet de convertir les heures de l'éducation nationale en argent. Et je me suis rendu compte qu'en n'ayant jamais pu l'utiliser au sein de l'éducation nationale, en 14 ans, j'ai accumulé le plafond, 5 000 euros. ouais, Donc, ouais. quitter l'éducation nationale avec la possibilité de faire des formations à hauteur de 5 000 euros, c'est pas rien. C'est clair. Alors, si vous deviez citer, les filles, un seul avantage, un seul inconvénient à votre métier aujourd'hui, même si on a compris qu'on avait toutes plusieurs casquettes, et en essayant d'être un peu rapide, parce que malheureusement, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais on s'est terminé vers 13h15 et on a encore plein de choses à voir. Alors, un avantage et un inconvénient pour vous. Alors moi, je dirais l'avantage, c'est la liberté. C'est ce que je recherchais. Voilà, je suis vraiment libre au niveau de l'organisation. J'ai 3 enfants aussi et voilà, pour m'organiser avec mes enfants et les voir grandir, c'est super. Et pouvoir partir où je veux, quand je veux, c'est très bien. Le seul inconvénient, moi, je trouve, en tout cas, de mon côté, c'est qu'on n'a plus de salaire fixe. Donc, c'est un chiffre d'affaires. Après, il faut compter l'imposition et tout dessus qui passe par là. Et du coup, c'est un petit peu plus stressant. Ça va dépendre un petit peu de votre caractère, de votre tempérament. Mais c'est vrai que moi, il y a des semaines où je me dis, oh là là, mon chiffre d'affaires, je ne sais pas ce que ça va donner ce mois-ci. Et puis d'autres semaines où je suis très contente. Mais du coup, je ne sais pas à l'avance vraiment ce que ça va donner à la fin du mois. Donc, voilà, ça serait Ouais. l'inconvénient. Mais ça, c'est pas tout entrepreneur a ce même souci, quoi. Et toi, Séverine? Alors, moi, je trouve pas que ce soit la même chose. Donc, on le vit chacun différemment, je pense Oui. aussi. Donc, c'est pas. L'avantage, c'est effectivement que je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Et ça, voilà, j'ai plus l'obligation d'être avec des collègues, d'être avec une administration, avec un chef d'établissement, avec un patron, avec je ne sais quoi. Je bosse pour moi. Je bosse avec des clients qui me plaisent. Parce qu'aujourd'hui, voilà, au bout de 10 ans bientôt, je peux choisir mes clients aussi. Je sais bien qu'au début, on ne choisit pas toujours, mais on apprend de ses erreurs aussi. Mais je choisis les projets qui me font vibrer, je choisis les clients avec qui j'ai des connexions. Et voilà, pour moi, ça, c'est le gros avantage. J'ai plusieurs casquettes, plusieurs métiers. J'aime tout ce que je fais. Il y en a certains qui penseront que je m'éparpille et que je ne suis pas spécialiste de tout. Non, je ne suis pas spécialiste de tout, mais en tout cas, mes clients viennent me chercher pour ce que je fais. Et donc voilà, moi, c'est quelque chose que je n'ai pas trouvé dans l'éducation nationale, la reconnaissance. Et ça, vraiment, en étant à mon compte, je le vis beaucoup mieux. L'inconvénient, c'est que moi, je suis quelqu'un de très, très sociable. Donc, avoir 30 élèves chaque heure qui tournent. J'étais dans un très gros lycée où il y avait 2000 élèves, il y avait 180 profs, et puis autant de personnel, d'agents, cantines, etc. J'avais beaucoup de monde et on ne s'entend pas avec tout le monde, mais j'avais un vrai
une vraie vie sociale, là, je l'ai beaucoup moins. On peut travailler tout seul en télétravail toute la journée ou presque. Donc, Oui, bah, moi, dans les peu. inconvénients, ça rejoint un peu ce que tu dis. Alors, même si je trouve qu'au niveau du lien social, c'est encore possible parce qu'on a des partenaires, des clients. Bon, mais la solitude, c'est quand même quelque chose à considérer, c'est vrai. Et moi, j'ai noté la sédentarité. J'ai remarqué, en fait, que depuis que je suis à mon compte, je ne marche plus. Donc, je me suis acheté une petite montre connectée pour essayer de contrôler ça parce qu'en fait, je me suis rendu compte que vraiment, je passais ma journée en fait assise, alors que quand on est prof, on le sait tous, on court partout. Donc ça, c'est important. Je pense qu'au niveau de la santé physique, il faut absolument y penser dès le début. Déjà, il y a toute l'ergonomie de son poste de travail qu'il faut réfléchir, pas se mettre sur une vieille chaise pourrie pendant 8 heures parce que c'est catastrophique. Ça peut être Croire qu'on aussi va quand on bosser rédige. depuis le canapé avec l'ordinateur portable sur les Ah, voilà, non. Après, il y a ces petites choses-là qui se mettent devant les claviers et qui sont des repose-poignets. Ça évite les tendinites. Il y a aussi des souris ergonomiques. Donc, en fait, pour moi, il y a vraiment… c'est l'inconvénient, c'est que c'est difficile de prendre soin de sa santé en fait, physique quand on est à son compte. Et en plus, quand on démarre, on est un peu focus et on oublie tout ça. Alors, on va sauter quelques questions parce qu'il y en a qu'il faut vraiment qu'on traite. Il y a beaucoup de questions sur les chiffres d'affaires. Je vois, désolé d'être trivial, mais non, c'est pas trivial du tout de poser des questions d'argent. Mais par contre, ta question, Karine, on peut pas y répondre vraiment. Il n'y a pas de moyenne mensuelle en fait. Ça va dépendre du travail que tu fournis, de tes tarifs. Donc, il n'y a pas… Je peux être totalement transparente si vous voulez que je réponde. Aujourd'hui, je me dégage un SMIC net. Je dis bien net, donc ce n'est pas du chiffre d'affaires, on est d'accord. En Je veux dire travaillant après, peut-être préciser comme elles ne savent pas après les forcément. déductions de mes cotisations sociales et de mes charges. Parce que ce n'est pas parce que j'ai peu de charges que je n'en ai pas. À savoir, j'achète un ordinateur portable ou un ordinateur tout court tous les 4 ou 5 ans. Mais moi, je fonctionne avec 2 grands écrans. J'aime avoir mon confort. On parlait tout à l'heure, on peut avoir du matériel. J'ai un dictaphone, on peut avoir des logiciels de transcription, de correcteur orthographique. Et il faut le prendre en considération parce que ces logiciels-là, ça peut être des abonnements où il y a des mises à jour, etc. Donc, on va les racheter tous les 3-4 ans. Donc, globalement, j'arrive à me dégager un salaire à peu près un SMIC en travaillant de 9h30 le matin jusqu'à 16h, parce que j'ai 3 enfants, dont des petits, donc je vais les chercher à l'école, je les gère. Je ne travaille pas le mercredi ou de manière exceptionnelle. La semaine dernière, j'étais en déplacement, donc oui, j'ai travaillé le mercredi, mais sinon, je ne travaille pas le mercredi, je ne travaille pas les week-ends et je prends des journées de vacances avec mes enfants quand ils ont les vacances d'été, les vacances de Noël, de Toussaint, de ce qu'on veut, voilà. Donc, je passe du temps avec eux. Les jours fériés sont des jours fériés, je ne travaille pas les jours fériés. Après, de manière exceptionnelle, je peux travailler un samedi, je peux travailler à un moment, voilà. Mais globalement, ce sont voilà, mes contraintes, 4 jours et 9h, 16h. Voilà. Et toi, Élodie, est-ce que tu te reconnais dans ce rythme? Alors oui et non. Alors j'ai pas de rythme basé, j'ai pas de jour particulier où je vais plus travailler qu'un autre. Enfin, j'essaye de plus en plus d'avoir du temps pour mes enfants parce que ça, je l'oublie souvent. J'ai du mal à dire non au projet en fait client. Alors moi, je travaille 5 jours par semaine en général et de 9h peut-être en général, hein, mais c'est pas fixe, hein, jusqu'à 17h et parfois le soir parce que j'ai pas mal de projets aussi perso que je développe. Et en chiffre d'affaires, alors c'est un chiffre d'affaires, donc il faut enlever 25%. Je suis il y a certains mois, alors ce que je me suis noté, le plus bas, c'est 3 000 € en chiffre d'affaires, donc il faut enlever 25%. Et le plus haut, j'ai certains mois où je suis à 10 000. Mais ça va vraiment dépendre des contrats avec les clients, en fait, des missions. Moi, j'ai enlevé cette année parce que j'ai été en congé maternité en mars, avril, mai. Et en plus, j'ai volontairement repris très, très tranquillement avec que quelques contrats cet été. Et comme je vous disais, je suis en train de refondre mon activité pour lancer la création de sites. Donc, cette année, elle est trop bizarre pour pouvoir vous en faire un exemple. Ma deuxième année de métier en tant que rédactrice web, j'avais en moyenne gagné 4 000 € net par mois en travaillant
travaillant à peu près 32-35 heures par semaine j'avais calculé que je m'étais laissé 10 semaines de vacances. Donc, je travaille quand même une partie des vacances scolaires. Par contre, comme toi, Séverine, je travaille jamais les jours fériés et j'essaye de prendre 5 semaines l'été pour vraiment profiter des enfants, quoi. Donc ça a été une moyenne, mais attention, quoi, la première année, je devais travailler 60 heures par semaine et j'ai eu des mois de démarrage à 300 €, voilà, avec un petit contrat par-ci par-là. Donc il y a quand même une différence entre le début, quand on se lance, avec un bilan au bout de 3 ans. Donc voilà, ne vous dites pas, demain, je vais être comme Élodie, je vais gagner 10 000 balles par mois. Ça n'arrive pas tout seul et ça arrive parce qu'on connecte, on crée du réseau, on a des partenaires qui nous envoient des clients. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Donc le chemin, oui, Marion, le chemin il est long, il est un peu difficile. Ne vous laissez pas mettre des paillettes plein les yeux quand on vous dit trop facile, suffit de. Non, c'est difficile. Il faut apprendre à être entrepreneur. Il faut créer une vraie identité à votre entreprise pour qu'elle trouve les bons clients. Tout ça, on en parlera dans des lives ultérieurs. Je vous donnerai des tips aussi. Donc voilà, il y a vraiment le chemin n'est pas si facile. Et oui, il y en a qui réussissent, mais peut-être que tout le monde ne réussit pas non plus. C'est ce que tu disais. Ouais, C'est et puis il faut se vraiment, méfier des vendeurs de rêves dans les formations qui vous expliquent qu'en s'inscrivant sur les plateformes, plus vous allez écrire, plus vous allez gagner. Ah oui, non. On s'épuise. Non, Ouais. non, ce qui est le plus important, je pense vraiment, quand on sort de l'éducation nationale, c'est ce que tu disais, c'est se créer un réseau, un vrai réseau pro, mais humain aussi. Et c'est vraiment par là qu'arrivent aussi les belles collaborations. Donc, Oui. Oui, tu as raison. Moi, par exemple, on n'aura pas le temps de s'attarder là-dessus, mais mon premier client, ben, c'est un ami de l'époque où j'étais étudiante qui s'est trouvé être créateur de site WordPress et qui m'a prise, quoi. Alors, il m'a fait écrire pas très cher et à la chaîne. C'était horrible. Mais au moins, j'ai appris dans le dur. Et surtout, bah, il m'a permis de gagner mes premiers clients, d'avoir mes premières déclarations de chiffre d'affaires, d'y croire. Et voilà. Donc, effectivement, méfiez-vous des plateformes, mais par contre, ne refusez pas à tout prix toutes les prestations, surtout quand vous démarrez, à cause d'une question de tarif, parce que des fois, vous allez vous priver d'un début de partenariat. Vous pouvez très bien le dire. Moi, c'est ce que j'avais dit à mon copain. Écoute, j'accepte ce tarif minable parce que j'ai pas d'expérience et que tu me donnes ma chance, mais ça va durer 6 mois. Si dans 6 mois, de mon côté, ça décolle, et ça a été le cas. Après, il a très bien compris que j'ai pu travailler avec lui, quoi. Quand on te propose 6 centimes par mot et qu'en fait, tu es capable de générer 20 centimes du mot de l'autre côté, bon, bah, c'est terminé. Il n'y a pas de débat, quoi. L'idée de ne pas forcément bosser avec des plateformes, parce que les plateformes, vous n'êtes pas en Ouais, contact direct avec les vrais clients et vous n'avez pas de retour de clients. Vous ne pouvez pas progresser avec une plateforme, en fait. ouais, c'est vrai. C'est malheureux à dire, mais je préfère faire du gratuit avec un vrai client en face pour apprendre avec lui, pour traiter avec lui, pour avoir son vrai retour, que de faire un truc où je vais gagner 10 balles. Alors j'y passerai tout autant de temps, mais j'aurai aucun retour. Sachant qu'avec les premiers clients, on peut, et c'est ce que j'ai fait, demander à ce que les articles soient signés. Donc, mon nom apparaît et il ressort. Et voilà, enfin, on peut arriver à négocier avec des clients pas chers. Mais il faut malgré tout leur dire ce que ça coûte en vrai et leur faire une vraie facture avec le vrai montant, même si on met offert à côté, mais leur dire voilà ce que ça coûterait, histoire qu'ils ne nous recommandent pas parce que c'était pas cher. Ça serait dommage. C'est clair. Oui, alors il y a quelqu'un qui demande des noms de sites, mais à quel sujet, s'il te plaît, NB? Et alors ensuite, oui, la rédaction web, c'est un peu saturé, mais c'est-à-dire qu'en fait, mais ça, c'est ce que je vais, moi, c'est ce que j'essaie de mettre en avant avec l'accompagnement de prof en rédac. Rédacteur web aujourd'hui, c'est un peu la petite main quand même de la rédaction. Et il y a des rédacteurs web 1000 fois moins chers que vous en Afrique, etc. Donc, ils vont les chercher, ça c'est sûr. Donc, il faut que vous apportiez une plus-value. La plus-value, c'est votre expertise sur une thématique. Vous êtes voilà, hyper doué dans un domaine précis. C'est précieux pour votre client, il va vous payer cher. C'est vous savez faire du SEO, vous allez faire du suivi, ou c'est vous allez pouvoir chapeauter toute leur stratégie digitale sur réseaux sociaux, sites web, etc. Et donc là, vous allez apporter une plus-value. Donc, c'est saturé si vous voulez juste faire la petite main pour remplir des sites. Et en plus, ça a très peu d'avenir vu l'évolution de l'intelligence artificielle. Ça, ce serait un super sujet pour un live ultérieur. Mais croyez-moi que la rédaction pure, elle va être très vite remplacée par des robots pour remplir les sites. Mais donc, il faut créer votre propre personnalité d'entreprise, votre identité de marque.
Et c'est comme ça, en fait, que vous allez vous rendre indispensable et mieux gagner votre vie, je pense. J'aurais aimé, avant qu'on se quitte, laisser la parole à Élodie parce que au-delà de son site prof et ensuite, elle a lancé aussi quelque chose qui peut vous intéresser. Et donc, je te laisse présenter rapidement ton petit accompagnement, Élodie. Alors oui, je ne sais pas si ça va intéresser directement les personnes là, mais je viens de lancer donc un programme d'accompagnement puisque je suis coach d'entreprise aussi, hein, pour la création d'entreprise. Alors, il y a le côté administratif, mais c'est surtout le côté positionnement, marketing, communication qui sera vu lors de cet accompagnement-là. Mais dans tous les cas, vous pouvez aussi juste prendre rendez-vous gratuitement. C'est accessible sur la page d'accueil. En fait, un rendez-vous de 15 minutes au téléphone pour qu'on discute, alors soit de la rédaction, mais au-delà de votre conversion, le site Prof Ensuite, il est fait pour ça, juste pour ouvrir le champ des possibles, quoi. Se dire, OK, c'est possible, je peux changer de métier et qu'est-ce qui me fait envie, quoi. Donc, c'est ça. Et si jamais, parce que tu l'avais noté effectivement, si jamais ça vous intéresse, il y a un code promotionnel donc, sur ce programme d'accompagnement. Et c'est, je crois que je m'ai été noté Prof en Rédac 10 sur la page, en tout cas, se former pour entreprendre ou formation pour entreprendre sur le site. Je vais le noter. Est-ce que tu peux nous mettre le lien dans la discussion, s'il te plaît? Comme ça, donc comme je le disais, tout ce qui est dans le chat, vous l'aurez disponible. Je vais voir sous quelle forme, puisque je récupère le fichier. Donc, vous aurez tous les liens qui ont été transférés ici. Séverine, parle-nous rapidement de ta petite chaîne YouTube et de ta vie d'artiste. Ouais, alors disons qu'à côté de écrire pour les autres, j'aime toujours autant écrire des histoires. Donc, j'ai publié un recueil de nouvelles en 2016. Un autre recueil est sorti en décembre 2021. Un polar est parti chez des éditeurs. Je croise les doigts. Et j'ai aussi écrit un roman que j'ai intitulé « Les tribulations d'une jeune prof » où je raconte de manière un peu vitriolée mes 20 années passées à l'éducation nationale au total. Donc, vous pourrez retrouver d'ailleurs des épisodes sur ma chaîne qui s'appelle Monnaie d'échange, pardon, du nom de mon entreprise. Et vous trouverez ça s'appelle « Les tribulations d'une jeune prof ». Vous pouvez aller regarder, ça se trouve facilement sur YouTube en tapant mon nom ou Monnaie d'échange. J'ai mis le lien dans la discussion. Merci beaucoup. Vous trouverez mes histoires, des nouvelles, vous trouverez des extraits. Vous trouverez aussi des extraits d'auteurs que j'aime beaucoup, notamment Maupassant, notamment Edgar Allan Poe. Enfin, voilà, ce sont des lectures. Voilà, comme ça, vous verrez qu'après prof, on peut être rédacteur web, biographe, SEO, mais aussi artiste. D'ailleurs, la question du statut reviendra et on en reparlera parce que toute la question des œuvres de l'esprit et de la rédaction web, c'est un nœud à démêler. Donc, on refera des discussions là-dessus sur le groupe. Avant de vous quitter, je voulais du coup vous reparler rapidement de ce fameux accompagnement que je propose. En fait, mon idée, c'est de réunir maximum 8 personnes sur 2 jours pendant les vacances de Toussaint. La participation, elle est de 300 € par personne. Après, on peut faire des facilités de paiement si vous en avez besoin. Pendant cet accompagnement de 2 jours, je vais vous apprendre tout ce qu'il faut savoir pour faire et vendre un blog, pas la création du site internet, surtout que je ne vais pas vous faire travailler sur WordPress, que je déteste au plus profond de moi-même. Donc, je ne vais pas vous apprendre à être développeur web de blog, je vais vous apprendre à faire et penser le contenu en fonction de critères de marketing et de SEO, et ensuite comment vous positionner sur le marché pour pouvoir vendre cette prestation-là. Le prix de ma formation, il a été pensé pour être immédiatement rentable. En fait, si vous êtes capable de créer les contenus d'un blog et que vous arrivez à vendre ça à une TPE, en gros, au minimum, vous facturerez 3 000 € l'année. Je dis au minimum parce que c'est vraiment un prix plancher. Et donc, ce qui veut dire que si vous arrivez à vendre ça une fois dans l'année, vous avez remboursé 10 fois votre participation à mon workshop. Ça m'a semblé plutôt raisonnable, surtout qu'après, bien sûr, vous pouvez démultiplier la clientèle. Il y aura la même proposition, mais sur des tarifs un peu différents, mais dans le même esprit de rentabilité pour le e-commerce et pour le site vitrine, parce que ce sont les 3 produits que je vends le plus et où je pense avoir les meilleurs conseils à vous fournir pour que vous puissiez vous aussi passer ce cap. Donc voilà, si vous avez des questions là-dessus, vous savez où me trouver. Je suis sur Instagram et sur le groupe, bien sûr. Je remercie évidemment énormément Élodie, Séverine, Claire qui ont pu être là. J'embrasse très fort Fanny,
qui est malade au fond de son lit et qui nous refera un live prochainement, heureusement, parce qu'on a besoin de ton expertise. Et bien sûr, je remercie la trentaine de participants qui s'est connectés et tous les gens qui vont le voir en replay, j'en suis sûre. Vous serez informés sur le groupe du replay de cette réunion qui sera ensuite dispo sur mon site anmof.fr. Voilà, je pense qu'on a fait quand même le tour des thèmes. J'espère que vous avez aimé cette réunion, que vous avez pu obtenir des réponses et puis que ça vous a stimulé, motivé, parce que c'était un petit peu notre but aussi de vous dire, vous souffrez peut-être un petit peu dans votre situation aujourd'hui, mais ça va aller mieux, accrochez-vous, croyez un petit peu à vos rêves finalement, parce que nous, c'est ce qu'on a fait. Est-ce que vous voulez mettre un petit mot de conclusion toutes les deux aussi? Élodie ou Séverine? Ouais, mieux vaut vivre ses rêves que rêver sa vie. C'était bien ce que tu es en train de dire là. C'est parfait, oui, c'est exactement ça. Merci à toi, Maman. Bah, merci beaucoup en tout cas pour votre présence. Je sais que c'est pas toujours facile quand on est maman entrepreneur et tout, donc c'est une chance. J'espère que les participants la réalisent aussi. Allez, on va pas traîner plus que ça parce que je crois qu'il y a beaucoup de monde qui doit retourner en classe aujourd'hui, s'occuper de ses élèves. Et pas nous. Non, je rigole. Non, courage à vous si vous devez rejoindre votre classe cet après-midi. Et puis, de toute façon, restez connectés. Voilà, maintenant vous savez à qui vous adresser. On est là pour vous et on va faire tout ce qu'on peut pour vous aider à devenir des rédacteurs web chevronnés et heureux. Je vous dis à très bientôt. Je vais arrêter le partage de l'écran et mettre fin à notre réunion. Bon après-midi à tous. Au revoir. Merci beaucoup.